Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Donc je suis Laetitia Trio et ce soir pour l'Académie Nouvelle Vie, j'accueille Marie-Pierre Ménargue. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir Laetitia. On est ravis de te recevoir ce soir sur sur l'Académie Nouvelle Vie, pardon. Et il y a déjà beaucoup de monde dans le chat qui est là. On a Monique qui est arrivée tôt, Karine, Yanita, Sylvette, Edith, Julia, Fabienne, Lynn. Bonsoir à toutes. Donc les filles sont en force. Bonsoir à Euh, toutes. Oui. et Amberle aussi. Alors pour commencer, comme d'habitude, j'aimerais que vous puissiez me dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. On va attendre un petit peu. Après, c'est vrai que pour qu'on puisse avoir un retour par rapport au son, ce qu'on va faire, c'est que tu vas peut-être te présenter en quelques mots. Ce soir, tu viens nous parler de l'écriture pour améliorer notre quotidien. Est-ce que tu Tout peux à nous fait. expliquer peut-être un peu ce qui t'a motivé à aborder ce sujet avec nous? Eh bien, tout simplement parce qu'à la sortie de mon deuxième livre qui est paru le 1er septembre 2018, qui est un guide axé développement personnel, j'ai voulu partager aussi les bienfaits de l'écriture et tout ce que ça peut nous apporter et également vaincre les freins que nous pouvons avoir face à la feuille blanche. Donc, j'ai souhaité partager mon expérience avec vous tous, tout simplement. Ok, super. Bah, écoute, moi, je suis ravie. Tu viennes de, tu viennes nous parler de cette expérience et de l'écriture, parce que l'écriture, c'est vrai que c'est une activité qui est importante et qui permet de partager, de transmettre aux autres un savoir, un enseignement, des informations qui peuvent leur être bénéfiques. Tout à Donc fait. j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors, c'est souvent le cas en début de webconférence. On a toujours des petits ajustements techniques à faire. Ça fait partie du support, hein, c'est le web. Donc C'est ça a ça. l'air très bien. On nous dit impec, ok, beaucoup mieux. Bah c'est parfait. Écoute, Bon, c'est cool. du coup, tu vas pouvoir nous parler de l'écriture. Peut-être que tu peux nous expliquer déjà ce qui t'a amené à l'écriture. L'écriture pour moi, c'est depuis toujours. Depuis toute petite, depuis que je sais lire et écrire, j'ai toujours un calepin avec moi sur lequel noter, mes émotions, les choses qui m'embêtent, tout ce qui me dérangeait parce que, je suis issue d'une famille où j'avais pas le droit de parler, pas le droit d'exister même, le mot n'est pas trop fort. Donc ma la solution alternative c'était d'écrire ce que je pouvais ressentir puisque je pouvais pas le dire à l'oral. Donc je le disais à l'écrit. La feuille blanche, elle m'a jamais critiquée, jamais jugée. Elle accepte tout ce qu'on peut lui dire. Donc ça, c'est voilà, ça a démarré comme ça en fait. Et depuis toujours, j'avais mes petits journaux intimes entre guillemets, qui fait peut-être un peu bêta, mais je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça aussi. Voilà. Mais je vais vous en parler plus en détail, hein, au détail. Voilà, j'ai un diaporama que j'ai préparé à votre attention et je vais vous en parler un peu plus longuement. D'accord, super. Bah écoute, allons-y gaiement. J'ai Allons-y hâte. gaiement. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, je vais vous parler de l'écriture sous toutes ses formes. Alors, tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr, je suis des Landes et j'ai un passé professionnel de plus de 30 ans dans l'assistanat de direction, l'assistanat bureautique, une partie dans le public. Donc, je travaillais comme secrétaire médicale à la sécurité sociale pendant 12 ans. Ensuite, j'ai passé mon BTS d'assistante bureautique et je suis partie travailler dans le privé où j'ai exercé plusieurs postes au sein d'une même société pour finir assistante de direction. Et comme j'ai été licenciée pendant un congé parental après m'être beaucoup donné et lors du rachat de la société, j'ai pas du tout aimé et je me suis installée en indépendante, en télésecrétariat et formation bureautique. Et en même temps, j'ai fait aussi depuis une dizaine d'années, même un petit peu plus, du développement personnel.
Ce qui m'a amené, tout ce chemin-là m'a amené en fait à écrire 2 livres. Donc le premier qui me tenait, vraiment à cœur, que j'avais, avant la naissance de mon fils qui a 30 ans. J'avais toujours voulu écrire, mais c'était pas forcément le bon moment, prise dans la vie de tous les jours, pas métro, boulot, dodo, puisque je vivais en région parisienne à l'époque. Et ce livre a vu le jour après une rupture conventionnelle et un burn-out à l'automne 2015. Et je me suis terrée chez moi pendant 4 mois et j'ai mis des mots MOTS sur mes mots MAUX, en écrivant en fait une autobiographie et en expliquant sur chaque expérience qu'est-ce que j'en avais retiré, quelles leçons j'avais apprises. Tout ça lié aux 10 ans de développement personnel que j'avais commencé. Et ça m'a vraiment libérée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Enfin libérée. Et depuis, je me suis créé mon nouveau métier, on va dire, d'accompagnatrice avec l'écriture. Alors sur 2 axes. Le premier axe, c'est écrire pour se libérer, donc mettre des mots sur les mots. Ça, c'est d'écrire avec vous, pour vous, en accompagnement à écrire un ouvrage, et aussi la partie écrivain public, parce que j'ai quand même plus de 30 ans dans ce secteur-là. Voilà pour me présenter rapidement. Donc, les ouvrages dont je vous ai parlé tout à l'heure, Enfin libérée, qui est cette fameuse autobiographie qui se veut inspirante, qui permet vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi ses propres blessures. C'est-à-dire que les lecteurs, c'est les retours que j'en ai, les lecteurs me disent qu'ils se retrouvent à travers mon histoire, et ça les ramène à identifier leurs propres blessures, que ce soit de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice ou de trahison. C'est vraiment un élément aussi déclencheur pour travailler sur soi. Donc, c'est en ça que je pense que ce livre peut être intéressant. Et à la suite de ça, donc tous ces 10 années en développement personnel, et cetera, m'ont amené aussi à faire un petit peu le point sur les différentes techniques qu'on peut trouver pour se libérer. Alors ça peut être dans le domaine énergétique, mais ça peut être aussi de la PNL, ça peut être du décodage biologique. Donc là, c'est vraiment aller à l'encontre de nos mots MAUX et de nos maladies pour mettre en lumière les éléments, les peurs, les croyances que nous avons, qui nous freinent dans notre évolution. Ça va être également de la cohérence cardiaque, ça va être de la méditation, ça va être le référentiel de naissance qui va nous guider aussi sur notre chemin de vie, ou la numérologie karmique. Enfin, j'ai regroupé à peu près 25 techniques, tout ça pour répondre à un besoin existant que j'ai constaté sur les salons du bien-être. Qui est que les gens sont un petit peu perdus dans toutes les techniques qui existent, et j'ai voulu recentrer un petit peu tout ce qui existe. Donc je présente l'énergétique, qu'est-ce que c'est que les chakras, qu'est-ce que c'est que les corps subtils, quelles sont les lois qui nous régissent, telles que la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, etc. Et après, les différentes techniques que j'ai utilisées, donc le décodage biologique, le EFT, le Reiki, etc. Il y en a plus de 25 comme ça. Et donc pour chaque technique, on a la partie explicative, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que moi j'en ai retiré, et des exercices d'application que le lecteur peut faire à partir d'un petit cahier qu'il va avoir à côté. Donc avec moi, on écrit beaucoup, vous avez remarqué, mais en même temps, c'est un petit peu mon leitmotiv. On va dire que c'est dans le thème, l'écriture. On écrit beaucoup. Oui, en même temps, c'est dans le thème, oui, tout à fait. L'écriture. Tout à fait. Et je vais vous proposer de regarder d'un peu plus près les bienfaits de l'écriture. Donc les bienfaits de l'écriture, ça va être dans un premier temps de clarifier ses idées. Bien souvent, on a 15 millions d'idées à la seconde, j'exagère un peu volontairement, et de temps en temps, on ne sait plus trop, quand on a des projets plein la tête, on a peut-être l'intention d'écrire un livre, etc. Ça va être de poser ses idées sur un cahier ou sur une feuille. Et il y a un système qui marche très très bien, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui s'appelle le mind mapping. Le mind mapping, en fait, c'est une carte mentale qui va permettre, à partir d'une idée principale, de faire découler des idées secondaires, des idées tertiaires, etc., et d'avoir vraiment un visuel sur le projet qu'on veut mettre en place ou le livre qu'on veut écrire, etc. Et ça, après, je vous en parlerai plus en détail, parce que je vous proposerai justement un stage pour vous aider à faire ce genre de choses et aller même plus loin jusqu'à la publication. Voilà.
Ensuite, un deuxième bienfait, ça va être d'entretenir sa créativité. Vous savez comme moi que si vous restez sur votre canapé devant la télé 24 heures par jour, ça va pas être terrible au niveau du travail de vos neurones. Donc, par contre, quand on lit, quand on écrit, quand on a des passions diverses, eh ben, on entretient aussi son capital neuronal et ça permet de voyager, ça permet d'imaginer des choses, d'échanger, ça permet aussi de rêver, de découvrir, etc. Et ça nous permet aussi de nous poser et d'avoir un petit peu plus, de travailler vraiment sa créativité qui est quand même très, très important pour rester jeune et en bonne santé, on va dire. Un autre bienfait, ça va être de se libérer au niveau des émotions. Alors ça, c'est un grand moment. Se libérer émotionnellement, bien entendu, c'est accessible à tous, hein. Vous pouvez prendre tous autant que vous êtes. Vous pouvez avoir un calepin à côté de vous que vous allez trimballer partout et vous allez pouvoir lui confier ce qui vous chagrine, les idées qui vous viennent. Parce que des fois, vous pouvez être en voiture ou voilà, ou marcher dans la nature ou peu importe, et puis vous allez avoir, c'est un moment où vous allez vous poser et vous pouvez avoir plein de choses qui vous passent par la tête. Et des fois, si on les note pas tout de suite, on les oublie. Et des fois, c'est dommage parce qu'il peut y avoir des super bonnes idées. Donc, si vous êtes en création de projet, par exemple, ou si vous avez envie, je sais pas, d'écrire quelque chose, ou si vous avez envie, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais de réaliser un film ou autre, ça va être le moyen de ne pas oublier les pensées que vous avez, de pouvoir y revenir plus tard. C'est un moyen également, là je vous parlais de balade dans la nature, mais ça peut être à d'autres moments quand vous êtes tranquille chez vous, avant de vous endormir le soir, de vous mettre un petit peu en état méditatif et de pouvoir aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire reprendre contact avec votre enfant intérieur, généralement qu'on néglige, hein, je l'ai déjà beaucoup fait aussi, et c'est d'écouter vraiment ce qu'il a à vous dire, c'est d'explorer toutes ces émotions qui peuvent y avoir, ses frustrations, ses peurs, ses croyances, enfin tout ce qui va bien, c'est d'aller à la rencontre de tout ça pour mieux s'en libérer et pouvoir vraiment avancer sur son chemin de vie. La feuille blanche, on peut tout lui dire, elle est vraiment pas contrariante. Et puis négocier avec son ego aussi, parce que lui, il prend le dessus, hein, c'est lui qui appuie sur le bouton rouge, attention, c'est dangereux, fais pas ci, fais pas ça, etc. Donc c'est un moyen aussi de le calmer et de prendre du recul aussi sur certains événements. Donc vraiment se libérer émotionnellement. Et c'est un moyen aussi de s'apaiser. Dans apaiser, je vous ai fait un acrostiche. Le A d'acceptation. Donc, c'est déjà accepter qu'on peut avoir des émotions qui nous traversent, hein, les laisser passer, attendre que ça aille mieux. C'est aussi le P de pardon, parce que beaucoup de choses passent par le pardon. C'est de faire attention aussi à observer nos pensées, à observer tout ce qui se passe, notre comportement, etc. C'est d'assumer pleinement son incarnation, tout en étant dans la sincérité, en travaillant l'estime de soi et en se reconnectant aussi à la terre. Donc c'est vraiment, l'écriture est vraiment très, très puissante aussi à ce niveau-là. C'est un moyen également de s'évader quand on a l'impression que rien ne va dans la vie, le boulot, ça devient de plus en plus pesant, il y a des problèmes à droite, des problèmes à gauche, etc. Donc l'écriture autant que la lecture, permet vraiment de s'évader et c'est nettement mieux que les antidépresseurs. Enfin bon, ça c'est ma vision personnelle, hein. L'écriture permet également de partager son savoir, ses expériences. Quoi de plus agréable aussi de partager des choses que vous aimez avec les personnes de votre entourage ou avec d'autres personnes. Si vous faites de la formation, si vous faites des choses comme ça, c'est de partager vos connaissances et c'est très enrichissant aussi. Ça crée des échanges humains très intéressants. C'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'émotionnel, c'est de suivre ses intuitions, de suivre son inspiration et vraiment de rester bien aligné entre le ciel et la terre, de vraiment rester centré. Et un autre avantage qui n'est pas négligeable non plus, c'est de laisser une trace à sa descendance. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que moi je suis issue d'une famille où les non-dits étaient vraiment les rois. Et quand on se pose plein de questions, quand on n'a pas les réponses à ces questions, c'est difficile de se construire. Donc quand on a une histoire, parce qu'on a tous une histoire de famille, on a tous une généalogie avec des événements qui se sont passés, etc. Le fait de les écrire, premièrement, ça va nous libérer à nous-mêmes de tous les non-dits, de tous les tabous qu'il peut y avoir. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises choses qui se sont passées dans les familles, etc., etc. Mais tout ça, ça s'incruste dans nos mémoires, ça s'incruste à l'intérieur de nous.
Et l'écriture nous permet de nous en libérer, de vraiment les laisser passer et de transmettre aussi les vraies informations à notre descendance. Et le fait de faire ça, de laisser une trace à nos enfants, petits-enfants, etc., bah, ça va leur permettre à eux d'avoir les réponses peut-être aux questions qui ne se sont pas encore posées. Mais peut-être qu'un jour, le jour où ils seront parents eux-mêmes ou grands-parents, eh ben, ils se poseront certaines questions sur leur histoire de famille. Bah, là, au moins, ils auront une partie des réponses. Et ça, c'est quand même très, très important. Voilà, ça fait partie des différents bienfaits, de l'écriture. Alors je ne sais pas si vous avez des questions ou on voit les questions-réponses à la fin, mais si vous avez déjà quelques remarques ou quelques questions sur les bienfaits de l'écriture, je Alors, veux bien en prendre une ou 2. il y a Véronique qui nous dit, c'est exactement ce que je suis en train de faire depuis 2 ans, d'écrire. Super, d'accord. Pour l'instant, dans le chat, il n'y a pas de questions particulières par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un élément qui peut être intéressant de savoir pour les auditeurs, c'est que tu parlais justement des descendances, en tout cas des mémoires que l'on a, Oui, les mémoires familiales qui nous engramment. Il faut savoir que oui, ça s'inscrit sur 7 générations. Donc c'est vrai que laisser un écrit aux générations futures sur ce qui a pu se passer et surtout sur les secrets un peu dissimulés, c'est hyper important parce que quand on se retrouve à la 6e ou 7e génération, ben, on a rarement souvenir ou quelqu'un qui se souvient de ce qui s'est passé cette génération en avant. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci de cette précision, Laetitia, c'est vraiment très, très juste. Oui, donc c'est vraiment un moyen de libérer aussi nos descendants. Tout à fait. Alors il y a Isabelle qui nous demande, enfin qui indique qu'elle, elle aimerait faire ça, pouvoir poser à l'écrit des choses, et elle demande par quoi il faudrait commencer. Alors, je vais proposer justement, je vais en parler à la fin, un stage pour accompagner les personnes qui ont un projet d'écriture où on va voir vraiment les différentes étapes. On va commencer par le mind mapping dont je vous ai parlé et ensuite on va voir les différentes étapes qu'il y a à la préparation avant même de commencer à écrire parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire en amont si on veut avoir quelque chose de structuré et qui tienne la route. Voilà, tout ça, je vais vous proposer dans le stage du 19 octobre. Je vais vous proposer ce genre d'exercice. Alors il y a Ève qui demande quel intérêt de laisser une trace pour nos descendants de nos malheurs. Alors c'est pas une question de malheur pour le coup, mais je te laisse Oui, tout à la fait. question. C'est pas du tout une question de nos malheurs. C'est une question de compréhension et d'acceptation aussi de notre incarnation. C'est vraiment, c'est pas histoire de savoir que nos descendants, nos ascendants, pardon, ont vécu des choses terribles, mais le fait d'en être conscient va nous permettre parce que tout ce qu'ont vécu nos ancêtres, il faut savoir que ça a des répercussions sur nous et on a des choses, peut-être des dettes à payer entre guillemets et on comprend pas toujours pourquoi on va vivre plein de galères, on va vivre plein de choses compliquées alors qu'on n'a rien fait. Et effectivement, on n'a rien fait, mais les choses peuvent remonter sur 7 ou 9 générations et on va payer entre guillemets les pots cassés des erreurs de nos ancêtres. Donc ça peut aussi nous aider à franchir le pas et à nous libérer nous-mêmes. Et puis ça permet aussi d'identifier les schémas qui se répètent de génération en génération, Tout à en fait. fait, tout à fait, tout à fait. Alors il y a Maryse qui indique qu'elle écrit chaque soir aussi, mais qu'elle n'a pas envie de laisser ses traces, enfin de laisser en tout cas ces traces-là à sa descendance, sauf si elle écrit pour ce motif, bien sûr, hein, de pouvoir libérer les lignées. Mhm. Ma mère nous a effectivement écrit des histoires de famille. Donc, D'accord, c'est ça, super. C'est ouais, super. Merci maman. ça, beau travail. Ève qui indique, puisque le but du travail personnel est justement de nous libérer des blessures et des fardeaux. Donc, ça devait être la suite de la question, en fait. Pourquoi laisser les Ouais, traces? je pense. Le but, c'est de... Après, on n'est absolument pas obligé. Déjà, on peut écrire, soit même si on veut écrire sa vie, rien que pour soi et éventuellement que ça suive après sur les enfants ou pas. Rien ne nous oblige après à le publier ou à le confier à nos descendants, à notre descendance. Par contre, ça peut quand même les aider à
et à mettre en lumière aussi leur propre mémoire généalogique, hein, parce que ben voilà, ça suit sur toutes les générations. Donc ça peut être une aide précieuse aussi, même si on a l'impression que c'est compliqué, que ça peut être très intime, que ça peut voilà, que ça peut déranger les enfants ou les petits enfants. Mais d'un autre côté, moi je l'ai vu avec dans ma famille, hein, je l'ai vu avec mes enfants. Quelque part, ça a répondu à leurs questions et ça leur a enlevé aussi à eux un fardeau. Donc, je pense que c'est un beau cadeau à faire à sa descendance. Mais après, chacun est libre de le faire ou pas. C'est voilà, ça c'est chacun va le faire en fonction de ce qu'il ressent. Si vous ressentez pas de laisser ce genre d'écrit à votre descendance, eh ben il y a pas de souci. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire des lettres libératrices et ensuite les brûler. Hein. Par exemple, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous pouvez y aller sur la feuille blanche, hein, le nom d'oiseau, et on y va, et on met tout ce qui, tout ce que toute la colère, on la jette sur la feuille. Après, surtout, on ne la relie pas parce que si on la relie, on réintègre tout, ça n'a aucun intérêt. Et on peut la brûler ou la mettre dans la terre ou dans un courant d'eau, peu importe. Là, ça va nous libérer à nous. Et peut-être que quand vous allez reprendre les écrits, ça sera beaucoup plus apaisé. Vous allez peut-être pouvoir choisir les bons mots qui vont répondre aux questions de vos descendants, mais tout en étant beaucoup plus léger, beaucoup moins, comment dirais-je, en colère. Voilà. Après, c'est à chacun de voir ce qui lui convient. Merci pour ça. Est-ce que j'ai répondu? Je pense que oui. Après, pour reprendre peut-être un exemple que moi j'ai connu et qui avait laissé pas mal de traces, il y a dans certains cas des familles où il y a eu des époques difficiles à passer. Et ça fait écho avec ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a eu une période où en Asie, il y a eu des exodes qui ont été faites et beaucoup de gens traversaient les mers, entre guillemets, hein, c'est les boat people, pour pouvoir s'échapper. Et il y a beaucoup de descendants de ces Asiatiques-là qui ont extrêmement peur de l'eau de façon totalement inconsciente. Et ben voilà, ça c'est des héritages généalogiques, exactement. Voilà. Tout à fait. Ça c'est un exemple, un très bel exemple. Et un écrit très simple, sans aller dans la profondeur de la souffrance, par exemple, ou des malheurs, entre guillemets, aurait pu plus facilement aider à mettre de la conscience, en tout cas, sur la manifestation de cette phobie. C'est ça. C'est ça. Voilà. Après, il y a Véronique donc, qui nous note qu'elle écrit son expérience humaine depuis son réveil en 2015. Elle a écrit sur tous les nettoyages karmiques qui ont été faits sur ces lignées. Et ainsi, ils seront libérés du poids de ce passé. Bah voilà, super. Super. Voilà. Et Maryse qui nous dit merci pour les retours inspirants. Avec plaisir. Voilà, je vous propose de continuer maintenant peut-être. Donc là, je vais vous proposer de continuer sur les différentes formes d'écrit. Alors là, c'est des petites révisions, on n'est pas en cours de français, je vous rassure, hein, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience ou vous faire des petites révisions sur les formes d'écrit qui me paraissaient importantes de mentionner ici. Alors dans les différentes formes d'écrit, on va trouver par exemple la nouvelle. La nouvelle, c'est quoi? C'est un récit qui est court, qui est écrit en prose et d'inspiration réaliste qui fait moins de 7500 mots. Ensuite, on va avoir un essai. Donc, un essai, c'est une œuvre de réflexion. Et là, l'auteur va vraiment donner son point de vue personnel sur un sujet donné. Le récit, lui, va raconter des faits qui sont réels ou imaginaires et on va pouvoir partir, par exemple, d'aujourd'hui et revenir en arrière, revenir à aujourd'hui, faire des allers-retours comme ça. Il n'y a pas d'ordre chronologique, contrairement à l'histoire qui, elle, a un ordre chronologique. Quand on fait une biographie, généralement, ben voilà, on parle de la naissance, on passe par l'enfance, l'adolescence, la vie adulte, etc. Il y a vraiment une chronologie. Donc là, on va plus rentrer dans le cadre de l'histoire plutôt que dans le récit. Après, ça dépend. Ça peut être fait sous forme de récit aussi, mais c'est moins évident sur une biographie. Ça, on va plutôt l'utiliser sur un roman, par exemple. Justement, le roman, c'est un récit ou c'est une histoire qui peut être réelle ou qui peut être fictive, qui peut prendre plusieurs directions. Hein. On trouve des romans d'amour, on trouve des romans de fiction, des romans policiers, etc. Après, on a le conte, hein, tout le monde connaît le conte, qui s'adresse aux enfants, mais pas que, parce que dans le conte, il y a toujours une morale à la fin qui ressort.
Donc, c'est un écrit qui est court. La bande dessinée, on a beaucoup de visuels et très peu de dialogue, hein. C'est surtout des illustrations qui donnent vie aux personnages de façon ludique. Ensuite, on va avoir la thèse. La thèse, ça va être un long document qui fait environ 500 pages. Mais bon, il y en a certains qui peuvent en faire que 300, d'autres qui peuvent en faire 600, qui va être découpé en plusieurs parties. Et la thèse est généralement unique et innovante. Elle se fait à la fin d'un parcours de formation médicale, scientifique, etc. Et elle va être utilisée par la personne qui fait sa thèse comme source de référence. Contrairement au mémoire qui, lui, va être aussi à la fin d'une formation supérieure, mais qui va servir de synthèse sur un sujet simplement qui a été choisi pour ce mémoire. Le rapport de stage, lui, on va le voir quand on fait un stage en entreprise, par exemple, ça va être la synthèse de la vie du stagiaire au sein de l'entreprise qu'il a accueillie. L'article, c'est un écrit qui est court et qui va traiter d'un sujet. Donc, on va le trouver dans un journal, dans un magazine, dans un blog, etc. Et il y a également aussi une autre sorte d'écrit qui a vu le jour en 90 aux États-Unis, qui s'appelle le storytelling. Alors, story en anglais, c'est l'histoire et telling, c'est raconter. Donc, on raconte une histoire. Et là, ça s'adresse particulièrement à des chefs d'entreprise qui va écrire une succession d'histoires en ayant toujours le même fil conducteur. Si je prends un exemple, la publicité Leclerc, depuis des années, vous entendez l'histoire d'une famille. Il y a le papa, la maman, la fille qui s'appelle Juliette, la maman, je ne sais plus comment elle s'appelle, le père, il s'appelle Philippe. Et depuis la naissance des enfants, il y a une succession de choses qui vont inciter l'auditeur ou le lecteur à acheter un produit. Voilà, au départ, la maman est enceinte, donc elle va acheter ses premières couches. Après, ça va être le lait. Après, il y a la belle-mère qui va venir manger. Ça va être le roast beef qui est en promotion à ce moment-là. Ça va être les packs d'eau qui sont en promo. Et à chaque fois, voilà, la famille grandit, le temps passe, et à chaque fois, ils vantent les mérites d'un produit. Donc c'est ça le storytelling en fait, c'est raconter une histoire, plusieurs petites histoires en ayant toujours le même fil conducteur pour vendre des produits ou des services. Donc là, on s'adresse aux consommateurs pour vendre justement ces produits et services, pour utiliser un aspect du quotidien. Donc là, on va choisir un besoin des familles et on va répondre à ce besoin en vendant un produit ou un service. Et on va surtout, ce qui est très important dans le storytelling, c'est qu'on va créer un lien émotionnel entre l'écrit et le lecteur, de façon à l'inciter à acheter ses produits et ses services. Dans toutes les formes d'écrit, on va trouver différents types de textes. On va trouver un texte narratif. Donc, le texte narratif, ça va être par exemple une nouvelle policière, ça peut être un récit, ça peut être une BD, ça peut être un article. C'est tout ce qui est écrire pour raconter. Narratif, on raconte. Le descriptif, ça va être, on va décrire par exemple un portrait, un paysage, une œuvre d'art, pardon. On va écrire vraiment pour décrire ce dont on parle. Le texte injonctif, alors là, ça va être par exemple une recette de cuisine, une fiche technique, les règles du jeu. Là, on va écrire pour apprendre quelque chose. On va écrire pour apprendre la recette, pour connaître les règles du jeu, la fiche technique, voir comment ça marche. On va écrire pour apprendre. Le prédictif, ça va être plus tout ce qui est sondage, tout ce qui est horoscope, qui va nous permettre d'écrire pour prévoir. Ensuite, le texte explicatif, ça va être par exemple un documentaire, ça va être une thèse, ça va être un mémoire, voilà. On va écrire là vraiment pour se cultiver. C'est des choses vraiment différentes. Le texte argumentatif, comme l'invitation, la lettre, une affiche, un flyer, etc., va nous permettre d'écrire pour convaincre. Le rhétorique, ça va être vraiment la poésie pure et dure pour écrire en jouant avec les mots. Voilà, ça, c'est les différentes formes d'écrit que l'on peut trouver. Est-ce qu'il y a quelques petites questions ou remarques sur cette partie-là avant que je passe à la rubrique suivante? Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas
pas de questions supplémentaires. Voilà, c'était des petites révisions, c'était des petites choses que vous savez ou que vous avez oubliées aussi, c'est possible. C'est pas un cours de français, on n'est pas là pour ça. Mais bon, je pensais que c'était intéressant de revoir un petit peu ces différentes techniques. C'est le cas. Maintenant, quand on a envie d'écrire, parce que c'est vraiment le but du sujet, enfin le but de ce soir, on est souvent confronté à des obstacles et des freins qu'on peut se mettre plus ou moins forts. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut vaincre les obstacles de la feuille blanche. Un grand moment. Le premier obstacle, ça va être la personne qui va me dire je ne sais pas écrire. Je vais dire ah bon, vraiment? Vous avez certainement suivi un cursus scolaire. C'est rare maintenant, même s'il y a des gens qui savent pas encore écrire, mais c'est quand même très rare. On est capable généralement de noter ne serait-ce que des courses à faire, de remplir un chèque, d'écrire une lettre, un mail, de remplir un formulaire. C'est des choses qui sont classiques, ou de lire des panneaux sur la route, ou une direction à suivre, etc. On a tous aussi des idées ou des messages à transmettre. On le fait très bien à l'oral, on est très probablement capable de l'écrire aussi correctement. Et au pire, si on ne sait pas bien écrire correctement, on ne sait pas bien rédiger, c'est de faire appel à quelqu'un qui va se charger d'exprimer ce que vous avez envie de dire à l'écrit. Donc, il y a toujours une solution. Donc, au lieu de dire je ne sais pas écrire, peut-être que ça serait de se poser la question, et si je me faisais confiance et que j'écrivais et que je me mettais à écrire? Un autre obstacle peut être j'ai pas du tout envie de retourner à l'école. Ah non, ça on est bien d'accord, moi non plus. C'est bon. Écrire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne repart pas en cours de français, ni en cours de maths ou de ce que vous voulez, mais surtout pas en cours de français. Généralement, on peut écrire pour soi, pour évacuer son stress, sa colère, sa frustration, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la lettre libératrice que vous pouvez après brûler ou enterrer ou mettre dans un cours d'eau pour éliminer vraiment vos émotions négatives, vos peurs, tout ce qui peut vous freiner, vous bloquer. La feuille blanche, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, elle ne juge pas. On peut tout lui confier. Et personne n'a le droit de regard aussi sur ce que vous écrivez. Ça répond un petit peu à la question, je ne sais plus qui c'est qui l'a posée, Eve, je crois, qui posait la question de elle n'a pas envie que les gens voient ce qu'elle écrit, mais personne n'a le droit de regard sur ce que vous écrivez. Après, vos cahiers, vous les mettez dans des endroits qui ne sont pas forcément visibles, et personne n'a le droit d'aller les lire sans votre consentement. Après, si vous avez envie de les écrire et de publier, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut vraiment pas que ce soit un frein. Donc, ça peut être aussi, et si je regardais les choses autrement? Ok. Je me permets de te couper 2 petites secondes. Oui. Il y a Eve justement qui pose une question et qui demande comment fait-on quand la réflexion intérieure va très vite et que la main qui essaie d'écrire ne suit pas le rythme car elle est trop lente? Alors, elle peut utiliser le mind map, juste avec les mots-clés, sans rédiger, mais simplement en mettant des mots-clés. Les mots-clés, ça va beaucoup plus vite, juste pas pour pas les oublier, pour pouvoir revenir dessus par la suite. Okay. Un autre obstacle que j'entends souvent, je ne suis pas auteur. J'ai envie de dire, il faut bien une première fois. C'est comme tout. Il faut se lancer. Je crois que tous les auteurs ont commencé comme ça. Voilà, tout à fait. Avant d'être auteur, il faut déjà écrire sa première ligne, et puis bien souvent on rature, on jette, on supprime maintenant parce qu'on le fait plus trop au papier stylo, mais on le fait plus sur un écran d'un ordinateur. Mais bon, bien souvent, c'est pas forcément évident. Souvent, ceux qui disent ça ont eux-mêmes tenu les journaux intimes quand ils étaient gamins et même après. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui le font encore. Faut pas croire. Ça peut être tabou chez certaines personnes, mais en fait, c'est très très libérateur. Et c'est nettement mieux que les antidépresseurs. Donc on a, bon ça c'est un avis perso, mais voilà, j'ai déjà écrit des lettres ou des mails à des proches, à des administrations. Pourtant, je suis pas auteur. Et ces personnes-là, bien souvent, me disent ouais, moi j'aimerais bien écrire, mais je suis pas auteur, ou je sais pas écrire, ou j'ai pas le temps, on va le voir après. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours une première fois.
Et ces personnes-là, généralement, ont souvent des tas de choses à partager, des expériences, des convictions, des messages, des méthodes. Alors peut-être qu'elles vont écrire un roman, peut-être qu'elles vont écrire une histoire, peut-être qu'elles vont écrire un essai en donnant leur opinion personnelle, etc. Mais elles ont toujours on a tous des tas de choses à partager avec d'autres personnes. C'est justement ça qui fait la richesse des relations humaines. C'est assez génial. On peut le faire à l'oral, mais on peut le faire aussi par écrit. Les bouquins servent à ça. Donc j'ai envie de dire une seule chose, et si j'osais me lancer? Pas mal, hein? Donc je suis pas auteur, mais je peux le devenir. J'ai peur de la feuille blanche. Ah oui, alors celui-là, il revient régulièrement. C'est normal. Mais encore une fois, la feuille blanche, elle mord pas, elle juge pas, elle critique pas. On peut tout lui dire. Je crois que c'est la seule qui est capable de tout absorber sans jugement, sans rien. Donc c'est vraiment une alliée qui se veut très très utile. Alors, pour ceux qui ont peur de la feuille blanche, vous pouvez faire des petits exercices très simples, hein. C'est-à-dire qu'à des moments de la journée, vous planifiez ça dans votre agenda ou vous prenez ça quand vous prenez, je sais pas, quand vous êtes dans le bus, dans le métro ou dans le train ou à un moment entre guillemets perdu ou en attendant chez le médecin ou le dentiste. Bah, vous pouvez avoir un cahier avec vous, hein, c'est bien de se balader avec un petit calepin tout le temps à côté. Et puis vous allez écrire dessus tout ce qui vous passe par la tête. Puis des idées, on en a, hein, 3 millions à la seconde, hein. Donc c'est pas ce qui manque. Et c'est vraiment de laisser votre imagination prendre le dessus et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a plein de choses qui viennent et on y prend même du plaisir. Le but, c'est d'écrire en y prenant du plaisir. Sinon, si c'est une contrainte, bof, c'est pas terrible, quoi. Donc l'objectif là, ça va être de faire de cette feuille blanche qui nous fait peur au début, d'en faire son amie. C'est-à-dire de la dompter en essayant, en lui racontant des petites histoires ou je sais pas, tout ce qui vous passe par la tête. Là, il y a vraiment aucune règle, aucune limite. Il faut surtout pas se donner de limite. Et c'est là où les choses commencent à se mettre en place. Un autre obstacle, mon sujet a déjà été traité X fois. Alors ça, c'est pareil. Sous prétexte qu'il y a 3 millions de livres sur le développement personnel, j'en ai sorti encore un autre. C'est ballot, hein. Mais pourquoi? Parce que autant d'humains, autant de visions des choses différentes. On a tous, même s'il y a X livres de développement personnel, ce type de livre va s'adresser à un type de personne, une catégorie de personnes qui va pas du tout aimer celui du voisin et qui va encore moins aimer celui d'à côté ou qui va adorer le quatrième. Voilà, on a tous notre lectorat qui on va avoir les personnes qui nous ressemblent, les personnes qui vont être attirées plus par notre livre que par celui du voisin. Donc on a tous droit de défendre aussi son point de vue et même si ça a été traité X fois, c'est pas pour ça que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant et que ça peut être quelque chose qui est différent dans le style, dans la façon d'écrire, dans le contenu, dans la forme, dans la présentation. Il y a plein de choses qui vont faire pencher la balance. Hein, quand vous allez dans un rayon, il y a beaucoup, beaucoup de livres sur le développement personnel. Par exemple, je prends le développement personnel parce que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Mais je pourrais prendre autre chose, hein. Vous allez bien souvent feuilleter des livres et vous allez à un moment donné vous arrêter sur un qui va vraiment vous appeler et puis généralement vous repartez avec et vous passez à la caisse et vous l'emmenez chez vous et puis le soir, dès le soir, vous allez le dévorer. Il y a des livres comme ça qui nous appellent alors qu'il y a un rayon où il y en a des centaines. Voilà, on a tous vraiment notre lectorat, nos auteurs préférés, voilà, les livres qui nous appellent, d'autres pas du tout, voilà. Et on a tous au fond de nous, bien souvent, envie de partager aussi notre vision sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Après, voilà, ça va être le style, ça va être la personnalité, et on va s'adresser à un public spécifique, même si ce sujet-là a été traité plusieurs fois. Alors après, petite précision ici, quand on veut écrire un livre sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel domaine, je déconseille fortement de lire tout ce qui va concerner ce même sujet et ensuite de piocher à droite à gauche, de faire des copier-coller parce que ça n'a pas de sens. Parce que vous allez perdre votre personnalité. Il faut vraiment que ce soit votre personnalité, vos émotions, votre style d'écriture qui prennent le dessus et que le lecteur sente qu'il y a vraiment quelqu'un de vivant derrière. Ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial.
Si c'est un style un peu bâtard, un style je sais pas, très scolaire ou autre, ça va pas avoir le même impact. Et c'est pas justement, c'est d'aller chercher les ressources à l'intérieur de soi au lieu d'aller piocher à droite à gauche et de faire des copier-coller, parce que ça a pas trop de sens en fait. Voilà, ça c'est une petite précision qui me semblait importante. Donc c'est un moyen aussi d'assumer sa vision du sujet. Donc c'est aussi intéressant. Autre chose que j'entends beaucoup, parce que bien sûr les journées n'ont que 24 heures, c'est je n'ai pas le temps d'écrire. Ben oui, c'est sûr, tout le monde a le même capital temps. Hein. Donc est-ce que c'est vraiment vrai? Comment on utilise notre temps? Donc là, ça va nous ramener à la gestion du temps, qui est un grand thème. Hein. Bon, en tant qu'assistante de direction, vous imaginez bien que la gestion du temps, c'était un gros sujet dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Voilà, ça c'était il fallait gérer l'emploi du temps de tout le monde, c'était pas chose de facile. Hein. Et puis bien sûr, toujours les urgences pour hier qui arrivent toutes les 5 minutes. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc ça fait partie de la gestion du temps aussi. Après, il convient de traiter aussi d'abord ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est urgent et important, ce qui est urgent et non important. Et dans la petite case en bas, là, toutes les choses inutiles qu'on peut faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vraiment des petits jeux, des petites choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui vous éloignent en fait de l'atteinte de vos objectifs. Donc, c'est d'essayer de recenser tout ça sur une journée et de profiter, de transformer ce temps-là peut-être en temps d'écriture, si vous avez vraiment envie d'aller vers l'écriture. Après, tout dépend des objectifs que vous vous êtes fixés au départ, hein, évidemment. Hein. Alors au début, si vous avez envie d'écrire, mais que vous dites je n'ai pas le temps d'écrire, ça peut être de vous imposer, je ne sais pas, ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure. Mais des moments vraiment précis dans la journée, que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe le quand, mais je suis sûre que vous pouvez trouver au moins un quart d'heure ou une demi-heure dans la journée pour pouvoir écrire. Après, c'est une discipline à avoir. C'est vraiment soi avec soi en fonction de ses propres objectifs qu'on veut atteindre. Il est évident qu'écrire un bouquin de 500 pages, si vous dites j'ai pas le temps d'écrire, ça va être compliqué d'aller au bout du bouquin. Mais par contre, si vous vous imposez des nouvelles habitudes, j'ai envie de dire, à faire tous les jours une demi-heure ou une heure, après ça se passe pas forcément comme ça, mais au moins déjà au début s'habituer à prendre du temps vraiment, même de le réserver dans son agenda, parce que ça, quand on fait ça, on va vraiment s'y tenir, parce qu'à la fin de la journée, on va regarder, et puis là, ah zut, là je l'ai pas fait, là je l'ai pas fait, là je l'ai pas fait, ah ben oui, mais là je veux pas arriver à mon objectif si je le fais pas. Ça permet de s'autodiscipliner. Donc, à vous de voir aussi qu'est-ce que vous pouvez enlever de choses inutiles qui vous font perdre du temps et un temps précieux que vous pourriez consacrer à l'écriture et atteindre votre objectif d'arriver à la fin d'un ouvrage, par exemple. Voilà, on va encore négocier avec son ego pour pouvoir prendre des nouvelles habitudes, parce qu'il faut toujours négocier avec lui. Hein. C'est vraiment une question d'organisation. Là, on n'a pas le choix, il faut en passer par là. Même si, ça c'est l'expérience qui parle, quand moi je m'étais planifié à chaque fois des plages horaires pour écrire, mais forcément l'inspiration ne vient pas forcément quand on a planifié quand on a planifié le temps d'écriture. Des fois ce temps-là, il se passe rien, il n'y a pas d'inspiration, la page reste blanche, c'est pas la peine d'insister dans ce cas-là. Et par contre, à d'autres moments, là ça va venir et puis là il faut y aller par contre. Parce qu'après, alors si vous n'avez pas le temps parce que vous avez d'autres contraintes, ça va être d'avoir votre petit carnet, de noter simplement les idées qui viennent. Et quand vous arrivez sur votre temps d'écriture, là, vous allez pouvoir effectivement reprendre les idées que vous avez notées à la va-vite et vraiment pouvoir vous consacrer à la rédaction de ces idées. Alors, ça, c'est des petites astuces. Je te coupe parce qu'effectivement, la question de la procrastination est quelque chose qui revient beaucoup. On a, par exemple, Bérenon qui nous dit « J'ai commencé environ 10 pages et j'arrive pas à m'y remettre malgré l'envie. » L'envie est là, mais ça avance pas. Peut-être commencer par ce genre de choses, de se programmer dans l'emploi du temps, voilà, une demi-heure chaque jour et puis de noter quelque chose, même ne serait-ce que de noter des idées. Simplement ça.
Et petit à petit, l'envie va revenir et les idées vont arriver, l'inspiration va arriver et là, ça peut faire toute la différence. Après, oui, il y avait Amber qui a le même problème de procrastination. Elle a le souhait de faire un roman un peu initiatique et c'est un petit peu Mmh. compliqué. Euh, il y a aussi le côté où on se dit, bah, je le ferai quand je serai à la retraite, je le ferai quand j'aurai le temps. Alors Je le ça, ferai ça marche pas. Ça, je vous le dis tout de suite, ça marche pas. Je le ferai quand il y aura ça, c'est pas bon. Si on le décide, c'est ouais, à moins d'impératifs particuliers où l'emploi du temps est vraiment pas possible à gérer différemment. Mais les trois quarts du temps, quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas la motivation suffisamment élevée et qu'on n'est pas dans la dynamique de vraiment le faire. Quand on veut vraiment le faire, on va se dégager du temps. C'est comme tout, hein, c'est comme quand on va au sport, c'est comme dans tout. On va au départ, on va y aller, on va le faire sérieux, et puis au bout d'un moment, comment dirais-je, on va laisser passer le temps, et puis après, ça part un petit peu à l'abandon. Ben, c'est le même principe en fait. Ouais, après, il y a le côté du je voulais le faire cet après-midi, mais j'ai eu d'autres choses à faire. Eh ben oui, ben, c'est pas grave, je peux le faire ce soir. Après, il y a un petit truc qui peut être utile. C'est vrai que tu parles beaucoup d'écriture, mais euh, moi, je suis moi-même auteur et je me souviens que il y avait des moments où ça me venait et c'était toujours des moments qui étaient inappropriés. Et Oui, du coup, ce que je faisais, c'est que j'utilisais le dictaphone qu'il y a sur mon portable. tout à fait. On peut le faire aussi avec le dictaphone. Oui, si tu es au volant, par exemple, le dictaphone, ça peut être sympa. Ça peut être utile pour pas perdre le fil, pour pas perdre les idées. Tout à fait. Ouais. Et ça, je sais que ça m'avait sauvée parce que du coup, les temps que j'avais dédiés à l'écriture, bah, je reprenais ma bande Voilà, et voilà. je couchais sur le papier ce qui était nécessaire de coucher à ce moment-là. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors, en termes de temps à dédier pour faire, par exemple, un livre, un roman ou quelque chose comme ça, pour toi, il faudrait dédier combien de temps par semaine, idéalement? Il y a pas de règle, hein. Franchement, c'est très difficile à donner un temps parce que ça dépend de comment on va écrire, ça dépend de l'inspiration. Est-ce qu'on rédige facilement ou est-ce qu'il faut reprendre X fois pour tourner les phrases correctement? Il y a tellement de paramètres que c'est très difficile à dire. Ouais. Ouais, Après, c'est compliqué. c'est vrai. Après, chacun a son rythme et sa capacité, son inspiration surtout. Voilà, tout à fait. Et puis le nombre de pages que va avoir le livre, voilà, le temps de correction après. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte, hein. Mm. Alors après, on a quelque chose d'intéressant pour le coup. On a Julia qui nous dit qu'en gros, elle aimerait bien écrire, mais elle a tellement de respect pour la littérature qu'elle n'ose pas écrire de peur de la massacrer. On massacre pas, chacun a son style, hein. Et il y a personne à juger de son style d'écriture. Et pourquoi elle massacrerait la littérature? Il y a tous les styles d'écriture existent, hein. Là, c'est un frein qui est intéressant de travailler, par contre. Mm. Après, massacrer, c'est un terme qui est super fort, quoi. Je vois que dans le deuxième livre, je parle aussi du pouvoir des mots. Attention, quoi, parce que massacrer, c'est quand même, voilà, quoi. C'est quand même très, très puissant au niveau et très négatif, hein. Donc, ben, peut-être de commencer par accepter sa façon d'écrire et je suis sûre que si elle écrit des petits textes et qu'elle les fait relire autour d'elle, comment vont réagir les gens? Ils vont peut-être pas forcément lui dire qu'elle massacre la littérature, mais au contraire qu'elle a une belle plume ou enfin je sais pas, je connais pas son style d'écriture, mais je crois il faut pas se limiter avec ce genre de choses. Il y aura toujours un lectorat qui sera réceptif à son style à elle. Oui. Oui, c'est important ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui vont chercher plutôt des écrits qui vont être techniques ou concis ou peut-être quelque chose de plus court mais de plus ludique ou des choses plus enfantines ou des jeux de mots. Enfin, il y a tellement de façons différentes d'écrire. Mais bien sûr, hein, bien sûr. Et tout est bon à prendre en fait, hein, tout est correct. Et personne n'a le droit de juger les écrits. Mm, c'est vrai. C'est tout. Faut pas se bloquer avec ça. Ok. On continue. Allez, c'est parti.
Alors, un autre obstacle, je fais beaucoup de fautes, donc j'écris Ah, pas. Et c'est ballot, hein. Mais il y a des outils qui sont là pour nous aider. Il y a des très très bons outils. Maintenant, on n'est plus à la préhistoire. Il y a énormément d'outils. Déjà, rien que dans Word, il y a un correcteur. Bon, il faut pas toujours lui faire confiance, mais c'est clair. ça, déjà, ça dégage quand même. Et puis en même temps, c'est un bon moyen de s'améliorer aussi. Hein. Quand on fait des fautes, ben, si on n'écrit pas, on en fera 2 fois plus, hein, puis on continuera à en faire. Alors que si on continue et puis qu'on essaye de s'améliorer en utilisant les bons outils, ben voilà, on va s'améliorer au fil du temps. On peut aussi se faire accompagner. Il y a des gens qui savent écrire sans faute. Voilà, donc c'est vraiment la question à se poser. Ben, même si je fais des fautes, et ben, de toute façon, je ne peux que m'améliorer en le faisant. Si je fais rien, ben, c'est sûr que ça va pas changer. Hein. C'est aussi simple que ça en fait. Hein. Un Après, autre obstacle, oui. après, il faut se dire la vérité aussi. Maintenant, dans la plupart des maisons d'édition, on propose des relectures, hein. Oui, oui, tout à oui, moyennant finance. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais ça existe Voilà. aussi pour les Mais personnes ça qui existe. Oui, tout à vraiment. fait. Ça existe. Oui, oui, absolument. Un autre obstacle, c'est je n'ai rien d'intéressant à écrire. Alors là, c'est pas forcément vrai non plus, parce que est-ce que vous êtes toujours d'accord avec tout ce que vous lisez et tout ce que vous entendez? Pas sûr. Hein. La personne, généralement, a souvent des idées sur plein de sujets. Aussi, et elle aime partager son point de vue avec sa famille, avec ses amis, etc. Donc, elle a forcément aussi des choses intéressantes à écrire, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Donc, c'est encore une fois une histoire de confiance. Donc, tous ces obstacles, on peut les vaincre quand même relativement facilement. Des questions, des remarques peut-être sur ce sujet-là, avant qu'on passe à la partie organisation, justement? Alors, il y a une question qui dit, pensez-vous qu'il y ait un lien entre le fait de ne pas oser s'exprimer car brimé dès la petite enfance et le fait de ne pas oser écrire, peur d'être lu, même peur que d'être entendu? Oui, bien sûr que ça peut être un frein, mais ça se travaille et justement, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler, pas le droit d'exister même carrément. Donc le droit d'écrire, oui quand même, mais après effectivement, ça peut être une peur aussi d'être lu derrière. Alors dans ce cas-là, ça peut être, de cacher ses cahiers, ça peut être de les détruire, mais c'est dommage. Parce que c'est quand même très libérateur. Mais bon, dans le pire des cas, si jamais la peur est trop importante, ça peut être d'écrire et de détruire après. Au moins, on se libère. De toute façon, il faut évacuer son mal-être d'une façon ou d'une autre. Ça peut être de le lire à l'oral, ça peut être de l'écrire, ça peut être de le chanter, ça peut être de le danser, ça peut être, je sais pas moi, de crier sur le chien du voisin ou j'en sais rien. Mais de toute façon, il faut que ça sorte. Oui, c'est vrai. Alors après, il y a Véronique qui doit certainement répondre à une autre question. Ah oui, qui était parce qu'il y a eu pas mal d'échanges en fait dans le chat, des échanges sur des expériences personnelles. Et il y a Oui. Véronique qui disait qu'elle écrit un journal mémoriel D'accord. et qu'elle explique que c'est une forme de journal intime personnel dans lequel figurent ses expériences en fait, D'accord. etc. Tu connaissais? Oui, ça lui permet en fait oui, parce que je l'ai déjà fait aussi ça. Et même parfois je le fais encore. Ça permet aussi de repenser à certains événements qui se sont passés, alors qu'ils soient bien ou pas bien, hein, mais ça permet de se remémorer en fait des périodes de vie. Donc c'est assez sympa de faire ça aussi. Je Ok. pense que c'est de ça qu'elle parle. Hein. C'est Oui, de raconter un petit peu au jour le jour, qu'est-ce qu'on fait. Oui, c'est comme un journal intime, mais là on va mettre beaucoup de détails, on va mettre vraiment des événements précis. Oui, oui, c'est intéressant aussi. d'accord. Comment s'organiser? Grande question. Alors, grande question, comment s'organiser? Alors, déjà, quand on a envie d'écrire, alors là, quand je dis comment s'organiser, donc là, je vais partir sur un écrit, bien sûr. Hein. Ça peut être un livre, ça peut être une nouvelle, peu importe l'écrit, mais quelque chose quand même d'assez important. Déjà, la première question à se poser, c'est quel est l'objectif de mon écrit? Pourquoi je veux écrire et à qui? Et sous quelle forme?
Sous quelle forme je vais l'écrire? Alors, est-ce que ça va être un article de blog? Est-ce que ça va être un article de journal, de magazine? Est-ce que ça va être une nouvelle? Est-ce que ça va être un roman? Est-ce que ça va être une biographie? Est-ce que ça va être un cahier pratique, etc. Quel est l'objectif de mon écrit et sous quelle forme je vais le faire? Ensuite, à qui je vais m'adresser? Pour quel public? Est-ce que ça va être un écrit pour des enfants, pour des ados, pour des adultes? Parmi les adultes, est-ce que ça va être des particuliers? Est-ce que ça va être des professionnels? Si c'est une fiche technique, bah, ça peut s'adresser à des professionnels. Voilà. C'est quoi l'objectif? Sous quelle forme? Et à qui je m'adresse? Ensuite, je vais détailler un petit peu mes personnages. Alors là, ça va être plus pour les romans. Se faire ce qu'on appelle des fiches de personnages. Une fiche de personnage, on va décrire le physique de la personne, de quelle famille elle est issue, dans quelle famille elle vit, hein, est-ce qu'elle a un conjoint, des enfants, etc. Quel est son boulot, quels sont ses amis, ses relations, quelles sont ses qualités, ses défauts, quelles sont ses passions, ses loisirs, quelles sont ses habitudes. Est-ce qu'elle a des particularités? Voilà, c'est toutes les choses qui vont concerner le personnage et faire ça pour chaque personnage. Au moins les héros en fait le ou les héros du roman. Si c'est un roman qu'on souhaite écrire. Donc voilà, quel est l'objectif de mon écrit? Sous quelle forme je vais le présenter? À qui je m'adresse? Qui sont mes personnages? Ça, c'est déjà les questions à se poser au préalable avant d'écrire le premier mot, hein. Ensuite, on va faire ce que je vous parlais tout à l'heure de mind mapping. C'est ce que j'appelle moi la structure de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va prendre son sujet principal qui va être le titre du livre. Alors le titre, on peut le trouver qu'à la fin, hein, c'est pas un problème. Moi, souvent c'est à la fin qu'on trouve le titre. Ensuite, on va avoir une introduction. Alors quand je dis introduction, ça peut être différentes formes d'introduction. Ça peut être soit une préface. Alors la préface, elle va être écrite par un tiers, ça peut être un auteur qui traite du même domaine, une célébrité, un membre de la famille, mais en fait, c'est pas l'auteur lui-même, c'est quelqu'un d'autre. Et la préface va se situer au début du livre et va servir à présenter le sujet, à le recommander, à voilà, à décrire un peu les intentions qu'on a. C'est notre objectif en fait tout ça, hein, tout ce qu'on va mettre dans la préface, et développer peut-être les idées générales. Ensuite, on peut avoir le préambule. Alors le préambule, contrairement à la préface, il est écrit par l'auteur. Il est court et concis, hein, comme la préface d'ailleurs. Elle va aussi se mettre au début de l'ouvrage pour planter un petit peu le décor. De la même façon que la différence entre la préface et l'auteur et le préambule, c'est que l'un est écrit par un tiers et l'autre par l'auteur lui-même. Et le prologue qui est écrit par l'auteur et qu'on va trouver uniquement dans les œuvres de fiction et qui lui va servir à introduire les personnages. Voilà, les fiches de personnages qu'on a vues tout à l'heure, il va les présenter. Et quand on a un prologue, on a forcément un épilogue à la fin. Voilà, ça c'est pour la partie introduction. Après, on peut faire une page, mais c'est pas obligatoire, hein, on peut faire une page de remerciement pour remercier telle ou telle personne d'avoir participé ou d'avoir soutenu pour l'écriture de l'ouvrage. Ensuite, on va décomposer l'ouvrage en chapitres, avec éventuellement des sous-chapitres. Donc là, je vous en ai mis 3, mais bon, il peut y en avoir plus, ou moins. Ensuite, on va avoir forcément un épilogue, donc qui est la conclusion de l'ouvrage. Comme on a l'intro, on va avoir la conclusion. Ensuite, on va avoir la table des matières, alors qu'on peut mettre au début ou qu'on peut mettre à la fin, peu importe. Et éventuellement, on peut avoir une page, soit on le fait en même temps en note de bas de page, les sources et les références, ou soit on peut consacrer une partie à la fin de l'ouvrage, comme fait Musso par exemple. Musso fait ça, il met toutes les références à la fin de son ouvrage, à la fin de son livre. Voilà, ça c'est tout ce qui représente la structure de l'ouvrage. Donc là, on le verra en détail lors du stage parce que je vous prendrai un cas fictif et puis on travaillera à partir de ce cas fictif. Et là, on va vraiment détailler toutes les étapes et comment on construit pas à pas le livre avant même de commencer à rédiger. Il y a déjà plein de choses à faire. Mais bon, la montagne, on la franchit pas comme ça d'une traite, hein. Il y a d'abord une marche et puis une deuxième et puis une troisième et puis on monte comme ça petit à petit. Là, c'est pareil.
Il ne faut pas regarder la masse de boulot. Il faut y aller tranquille, petit à petit. Vous allez voir que finalement, ça se fait très bien. On prête attention vraiment à toute la structure, qu'on centralise ses idées, parce que ça va vous permettre aussi d'éviter de partir dans tous les sens, parce que sinon, on a vite fait de partir dans tous les sens, hein, parce qu'on va écrire sur une thématique et puis pouf, ça va nous faire repenser à quelque chose d'autre et puis à autre chose et puis à la fin, ça part un peu en live. Alors que là, quand on suit bien sa structure et on la garde à côté, on l'imprime en A3, on l'affiche devant sur le bureau, bah, ça permet de rester vraiment centré sur chaque partie et de détailler chaque partie. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace. Après, on va pouvoir commencer à écrire quand même. Quand même. Hein. Donc là, il y a toute la partie rédaction. Il y a également le fait en même temps, enfin moi je le fais en même temps, mais on peut le faire au préalable aussi, c'est toute la partie mise en page. Alors là, je vous l'expliquerai en détail aussi dans le stage du 19 octobre. Vraiment comment on travaille à partir de Word, mais on peut faire la même chose sur les logiciels libres comme OpenOffice ou comme OpenLibre, etc. Donc c'est déjà d'aller dans l'onglet mise en page par exemple, et puis qui se trouve dans l'onglet mise en page, et puis on va ouvrir la boîte de dialogue ici, là où j'ai mis le petit point rouge. Voilà, pour afficher les marges, la disposition du papier et le papier lui-même. Donc on va se mettre en marge à 1,5 partout. En haut, en bas, à gauche, à droite, et on va surtout pas oublier la marge de reliure à 0,5 parce que sinon, il y aura une partie de vos écrits qui ne sera pas lisible quand vous aurez le livre dans les mains. Donc, on va généralement travailler en portrait et ensuite, on va dans l'onglet papier. Là, je n'ai pas fait la capture d'écran, mais dans l'onglet papier, on va choisir peut-être en A5 si on veut un livre broché ou alors en A6 si vous voulez faire un livre de poche. Donc, il vaut mieux le faire au démarrage avant de commencer à rédiger parce que sinon il faudra tout modifier. Bon après toutes les consignes là, je vous les donnerai plus dans le stage. Voilà, là c'est vraiment pour vous donner un petit aperçu. Voilà, tout ça on va le voir le 19 octobre à 12h30. Ensuite, une partie qui est importante, donc on a vu l'objectif de l'écrit, sous quelle forme, à quel public, qui sont mes personnages, la structure de l'ouvrage, toute la partie mise en page et la partie rédaction. Et après, une fois qu'on a tout écrit, bah, ça va être une grosse partie, la relecture. Ça, c'est une partie qui est hyper importante. Même si vous faites passer par un éditeur, il faudra quand même mieux travailler le fond, l'orthographe, la conjugaison, la ponctuation, vraiment tous ces éléments qui vont vous permettre sur le fond, par exemple, de voir le déroulé de l'écrit. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est bien structuré? Est-ce que si vous avez fait votre mind map au début qui tient la route normalement et que vous l'avez bien suivi, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Sinon, il sera toujours temps de bouger des paragraphes ou de voir des chapitres et de les intégrer dans d'autres endroits. Avec Word, on fait ça très facilement. Voilà, c'est de vérifier aussi votre style d'écriture, hein. C'est d'en prendre très soin. Il faut vraiment se mettre dans l'esprit que vous devez être le plus authentique possible. Pour moi, c'est important. De ressentir la personnalité de l'auteur, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, choisir aussi le ton utilisé. Alors ça, j'ai eu plusieurs discussions assez ardues avec différentes personnes. Est-ce qu'on parle au passé? Est-ce qu'on parle au présent? Moi, perso, j'aime bien parler au présent parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus vivant que quand on parle au passé, parce que le passé n'existe plus, quoi. Après, est-ce qu'on parle au jeu ou est-ce qu'on parle au il ou elle? Ou carrément le prénom du héros ou de l'héroïne, hein. Après, c'est un choix. Mais vaut mieux faire le choix au départ. Ça vous évitera de tout changer en cours de route. Parce que ça, c'est pareil, c'est du vécu. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir faire attention et au moment de la relecture, ça sera un élément important à vérifier. L'orthographe, hein, bien sûr, c'est viser le 0 faute au grand maximum. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas évident du tout, mais bon, il y a des outils. Quand il y a des mots un petit peu compliqués, ou des références que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas à utiliser les notes de bas de page parce que c'est quand même bien pratique. Plutôt que de mettre une explication entre parenthèses, vous mettez une petite étoile et en dessous, vous allez mettre l'explication qui va bien ou la référence du livre ou la source de vos données, etc.
Donc ça, c'est important aussi. Ça peut être aussi des légendes, si vous ajoutez des illustrations, des tableaux, des choses comme ça. Ça peut être bien de rajouter des légendes aussi. Ça va compléter, ça donne un certain professionnalisme aussi. Les conjugaisons, bah voilà, attention aux accords, attention au ne pas, de mettre bien les deux mots, parce que bah, des fois le ne ou le pas, bah, il reste dans le clavier et puis on fait pas attention, on a beau relire, il en manque un petit bout. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pour ça que la relecture est quand même très importante. Et vous faire relire par 2, 3 personnes de votre entourage qui sont bah, généralement bon, en français, c'est mieux. Hein. Ça va vous aider. Et voilà, faire attention à la ponctuation, ne pas hésiter, bah oui, les points en fin de phrase et les majuscules au début de phrase, bah, ça paraît bête, hein, mais ça peut arriver aussi d'oublier. Ça peut être bien aussi quand il y a des énumérations, des choses comme ça, pour faciliter la mise en page, bah, d'utiliser les puces. Hein, ça peut être bien, les puces, les tableaux, les illustrations, mais que votre bon, si c'est un roman, ça sera forcément que du texte, mais si jamais c'est un guide ou des choses comme ça, bah, ça peut être aussi bien d'espacer, que ce soit agréable la page soit agréable à regarder, que ce soit bien qu'il y ait des espaces suffisants entre les paragraphes. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut travailler en mise en page. Bon, ça, c'est le métier qui ressort. Hein. Voilà, des commentaires sur cette partie? Non, tout va bien? Commentaire, tout va bien. D'accord, mais ça, c'est des choses qu'on va approfondir dans le stage, hein, de toute façon. Alors, les règles à respecter, ben, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la première des règles, c'est prendre du plaisir à écrire. Si c'est une contrainte, lâchez l'affaire. C'est simple. Hein. Moi, je suis un peu cash, moi, mais voilà, c'est de vous planifier un planning de travail quand même. Malgré tout, ça va dans l'organisation dont je parlais tout à l'heure, même s'il est léger, que c'est une demi-heure par jour, mais il faut que ce soit régulier. C'est la régularité qui va faire toute la différence et qui va vous aider vraiment à aller au bout de votre projet. Alors, on n'a rien sans rien, c'est clair, mais il faut s'imposer aussi certaines règles et une certaine rigueur si on veut arriver au bout de notre objectif. C'est aussi de rester humble. Voilà, c'est pas parce qu'on écrit un bouquin qu'on doit se croire meilleur que les autres. Non, c'est voilà, c'est notre façon de nous exprimer. On fait passer nos idées, le message qu'on a à passer, et voilà quoi. C'est tout. Ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien structurer son ouvrage parce que ça, c'est vraiment une partie très très importante. On perd peut-être 1 heure ou 2 à faire ça, mais après, on gagne un temps précieux. Parce qu'une fois que la structure est bien faite, et ben après, c'est facile de suivre de suivre le fil. Hein. Et ça évite justement de s'éparpiller, de partir dans tous les sens. De s'exprimer clairement, il faut que ce soit un langage accessible, hein, que monsieur et madame tout le monde puisse comprendre. Parce que si vous commencez à employer 3 mots scientifiques sur une phrase, ben, le lecteur il va très vite décrocher et ça va pas aller. Votre ouvrage, il n'aura pas envie d'être lu. Voilà, il faut vraiment donner envie aux gens de lire vos écrits. Et consacrer du temps à la relecture et aux corrections, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en soignant la mise en page, en optant pour le zéro faute le plus possible. Hein. Donc voilà. Je voulais simplement vous parler du prochain stage que je vous propose. Donc le prochain stage, je vais y arriver, qui va se dérouler le 19 octobre de 12h30 à 14h. Je te coupe juste 2 secondes. Oui. Comme d'habitude, vous avez la possibilité d'accéder au lien vers le programme au-dessus du chat. Vous avez un petit encart bleu qui s'est affiché avec un bouton vert pour voir le détail si vous le souhaitez ou le retrouver après la conférence. Et je te laisse continuer. Voilà. Donc au cours de ce stage, ce que nous ferons ensemble, je prendrai une idée complètement fictive, enfin peut-être pas si fictive que ça, mais enfin bon, une idée fictive. Et à partir de cette histoire-là, on va monter vraiment toutes les étapes dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'on va visualiser notre futur ouvrage, on va structurer le projet, on va créer des fiches de personnages. Alors, j'en ai créé 2, hein, un couple. Et je vais vous montrer comment on prépare son document Word ou OpenOffice avant de démarrer l'écriture.
Voilà, toutes les étapes qui sont préalables à vraiment commencer à rédiger. Et tout ça, ça va vous faire gagner vraiment un temps précieux, pardon. Et voilà, donc en 1 heure et demie, j'essaierai de vous donner un maximum d'informations. Il y a beaucoup de petites parties techniques, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre ce stage qui peut vraiment vous apporter beaucoup dans votre projet personnel. Ok. Voilà. Ben voilà, maintenant je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie déjà de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Alors, ce que je te propose, c'est d'arrêter peut-être le Le partage d'écran. partage d'écran, Alors, voilà, on a une et de question. revenir. Voilà, on a une question de Mireille qui demande peut-on choisir son modèle de livre? Est-ce l'imprimeur qui nous aide à choisir? Comment ça se passe à ce niveau-là? Tout à l'heure, tu parlais de A5, de A4 et de choses comme ça. Alors c'est en fonction de ce que vous allez, de ce que vous, de votre projet. Tout dépend de qu'est-ce que vous voulez comme livre. Moi personnellement, mes livres ils sont faits au format A5, ils font tous 333 pour le deuxième et 350 pour le premier. Ils sont au format A5. Après, si vous voulez faire du livre de poche, bah voilà, ça va être du format A6. Bon, c'est A5 ou A6 hein, généralement. Ok, Et bien merci. souvent, oui, bien souvent c'est du A5. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez profiter des quelques instants qui nous restent encore ensemble pour poser une J'étais un dernière peu bavarde, hein. en même temps? Il y avait beaucoup de choses à dire, hein. Tu t'es C'est pas ça. attardé non plus sur ce qu'il fallait pas. Euh, donc, je reprends rapidement voir si par hasard il y a des questions qui m'auraient échappé. Euh, Alors, le tout début de la structure, Gildas, là je vois une question. Bah, le tout début de la structure, ça va être de prendre une idée principale qui va être très généralement le titre du livre. Ensuite, on va avoir une introduction, les remerciements. Donc, introduction, ça va être la préface, le préambule ou le prologue. Ensuite, on va avoir les remerciements, les différents chapitres avec les sous-chapitres. Ensuite, on va avoir, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ben, la conclusion, l'épilogue, la table des matières qu'on met à la fin ou au début, et éventuellement les sources ou les références. ok. Fabienne qui demande 330, c'est quoi le nombre de pages? 333, le deuxième, ouais, c'est le nombre de pages. En format A5, c'est-à-dire ça fait 2 pages A4. Ok. Non, Non, deux non, ça pages fait deux A5, ça pages fait sur une page A4. A4, pardon, c'est dans l'autre sens. Alors, il y a Fabienne qui demande comment fait-on par la suite donc pour faire publier l'ouvrage? Alors moi, je travaille avec un imprimeur, mais après j'ai fait beaucoup de recherches aussi dans le monde de l'édition. Toi qui as écrit, Laetitia, je pense que tu as fait aussi ce genre de choses. C'est d'après d'envoyer soit par mail ou soit en format papier. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut l'imprimer, le relier et l'envoyer par la poste à des imprimeurs qui mettent environ 2, 3 mois avant de donner une réponse ou pas. Des fois, il n'y en a pas. Ah, Savoir s'ils veulent suivre ou pas. ouais. Oui, oui, il y a les deux options, Fabienne. Il y a l'auto-édition où tu vas contacter des imprimeurs et faire imprimer ton propre livre. Et là, tu t'occupes de faire la promotion Voilà. du livre, le faire connaître, le diffuser, etc. L'enregistrer sur les différents réseaux de distribution, notamment. Et après, tu peux contacter des éditeurs en attendant, comme tu disais, d'avoir une réponse, savoir s'ils veulent éditer ton livre ou pas. Voilà. Et après, il y a des services d'aide à l'auto-édition où ils vont imprimer ton livre à la demande, ils vont t'aider à te référencer sur les réseaux de distribution, mais après, voilà, il y a plein d'options qui sont différentes. Voilà, tout à fait. Après, moi, j'aime bien. Après, c'est un gros boulot aussi de distribution, de faire connaître les livres, d'aller bah, peut-être sur les salons du livre, d'aller voir les librairies, les Leclerc culturels. Enfin, pas mal de possibilités après pour se faire connaître. Les réseaux sociaux, les sites internet, les blogs. Enfin, il y a plein de solutions aussi, mais c'est vrai que c'est un travail de faire connaître après. Hein.
Et Alors après, Véronique, les éditeurs nous demandent effectivement, pardon, je t'ai coupé, oui, les vas-y. éditeurs nous demandent effectivement, s'ils acceptent le livre, et ben, ils peuvent nous demander jusqu'à, bon, après ça dépend, parce que c'est, j'en ai eu moi qui m'ont demandé jusqu'à 2 000 € pour éditer le livre et puis pour le relire, hein. Je trouvais que ça faisait quand même très cher, donc, et puis ils voulaient me modifier ma mise en page. Puis comme c'est ma mise en page, et je veux pas qu'on y touche, donc voilà. Alors, il y a Mireille aussi qui demande combien coûte la correction de tout le texte et qui l'a fait. Bah, ça dépend du livre, la Ça taille. dépend du livre, ça dépend de plein de choses, hein. Ça dépend s'il est édité, ça dépend si vous êtes en auto-édition, si ça dépend de plein de paramètres. Moi, je sais que j'accompagne jusqu'à la publication, c'est-à-dire que j'accompagne aussi dans la correction, la réécriture et le voilà. Parce qu'après j'ai des logiciels professionnels aussi d'aide à la correction. Même si ça fait pas tout, ça aide quand même à opter pour le zéro faute. Voilà. Donc après, il y a plusieurs solutions. Ok. Bah, écoute, merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'est vrai que même les révisions des différents formats d'écriture sont intéressants. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait de bons rappels. Ça nous permet de nous rendre compte qu'il existe quand même beaucoup de formes et de formats d'écriture différents. Et Tout je à pense que fait. c'est important d'en prendre conscience. Écoute, moi, je tenais vraiment à te remercier donc pour tout ça. Et Merci à toi, merci à vous. on se retrouve de toute façon rapidement, hein, le 19. Le 19, oui, tout à fait. Voilà. Je remercie aussi tous les auditeurs et les auditrices qui ont participé avec nous à la conférence. Je vais te laisser le mot de la fin. J'aime bien faire comme ça. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup de votre attention. Pour répondre à Fabienne, l'éditeur le diffuse ensuite dans le réseau. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des réseaux qui s'appellent Dilicom. Oui, c'est Dilicom, hein, qui sont diffusés chez tous les libraires de France et de Navarre. Et dans toutes les librairies. Après, vous pouvez aussi, bon, c'est un petit peu compliqué dans la démarche, mais on y arrive quand même, c'est de mettre l'ouvrage à disposition sur Amazon en choisissant l'option que ce soit vous qui envoyez les livres. C'est quand même plus facile, ça vous permet de gérer. Bon, et bien sûr, ils prennent une commission qui est de 4%, c'est pas énorme non plus. Mais Amazon, souvent, il y a le réflexe des gens, c'est d'aller sur Google et sur Amazon après pour aller récupérer pour aller rechercher un ouvrage. Donc c'est important d'être aussi sur Amazon. Après c'est gratuit tant que vous vendez pas de livres et après ils vous prennent, je vous dis 4% sur le prix du livre. Donc ce qui est pas non plus énorme et ça vous permet d'avoir une visibilité internationale. Donc voilà, après il y a plein de solutions. Merci beaucoup Maryse. Et merci à tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette conférence ça vous a été utile et que vous avez appris et révisé plein de choses. Et je vous donne rendez-vous donc le 19 à 12h30 pour approfondir le sujet et voir concrètement avec un exercice d'application comment on fait tous les étapes, on procède pour toutes les étapes qui précèdent la rédaction elle-même. Voilà, merci, bonne soirée à tout le monde et au 19 octobre. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, au revoir.